Caroline Doucet est psychologue clinicienne et exerce la psychanalyse à Rennes. Elle est également maîtresse de conférences au département de psychanalyse de Saint-Denis, Université des Créations, et auteure d'ouvrages sur la pratique psychanalytique en service de médecine et de psychiatrie. Vendredi 28 novembre 2025, Caroline Doucet présentait à la librairie Ombre Blanche son livre paru aux presses universitaires de Vincennes, L'éthique du vivant en psychanalyse. Bon, je propose que nous commencions la soirée rapidement. Alors, je voudrais dire que nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver ce soir à Ombre Blanche, librairie indépendante qui fête ses 50 ans. Et quand je dis nous, je dirais les praticiens, psychologues, psychiatres, orientés par la psychanalyse. Parce qu'à l'heure où dans certains pays, des écrivains se retrouvent en prison, et à l'heure où un amendement délétère au Sénat tente d'effacer la psychanalyse d'une certaine orientation, nous sommes vraiment très heureux ce soir d'être là, dans une librairie, et de pouvoir parler de psychanalyse. Voilà. Alors, bon, pour nuancer ce que j'ai dit, Paul M. Sansal est sorti de prison et l'amendement 159 a été retiré du Sénat. Mais enfin, quand même, je tenais à le dire. Je tiens à remercier la librairie Ombre Blanche, son directeur Christian Tourelle et tous les intervenants, en particulier ceux qui sont là ce soir, pour faire en sorte que la librairie soit encore ouverte. Et nous sommes très accueillis, très, très heureux d'accueillir. Oui, nous sommes très accueillis, effectivement. Et très heureuse d'accueillir Caroline Doucet, notre collègue et amie, que je vais laisser présenter par Christiane. Oui, dire quelques mots sur l'actualité de l'ouvrage de Caroline Doucet, qui fait que le Collège clinique de Toulouse a eu l'idée de l'inviter à présenter ce livre dans cette librairie. Alors, l'ouvrage de Caroline Doucet est paru vraiment au moment où les projets de loi entourant la fin de vie faisaient l'actualité. Donc des débats extrêmement vifs, où on a vu arriver tout un vocabulaire finalement nouveau, on peut dire, enfin toute une langue pour essayer d'entourer ces débats. Alors j'ai listé euthanasie, assistance au suicide, suicide assisté, aide active à mourir, sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc on a l'impression qu'à mesure que le vocabulaire se diversifie, finalement on peine à cerner finalement ce dont il est question dès lors qu'on parle de la mort finalement. Et donc le livre de Caroline Doucet montre bien que la mort est devenue quasiment, on pourrait dire, un objet de la demande, au même titre que les autres objets. Et en tout cas, c'est ce que manifeste l'actualité de l'aide active à mourir. Et Caroline Doucet a pris position publiquement, chaque fois que tu en as eu l'occasion, pour donner ton point de vue sur ces questions. Alors, c'est vraiment le contraste qui est présent au cœur de ton livre, c'est-à-dire que de la mort, finalement, on ignore tout, et en même temps, elle occupe nos pensées, nos préoccupations, les débats de société. Enfin, tu montres bien le contraste entre cette absence de signification de la mort et en même temps les débats qui sont très importants. Alors, s'agissant de cette question considérée du point de vue de la psychanalyse, puisque tu es psychanalyste, tu es membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, je voudrais dire, pour présenter Caroline Doucet, que c'est un ouvrage qui prolonge une interrogation ancienne, puisque au fil de tes travaux, tu n'as jamais cessé au fond de creuser un même sillon
qui est celui de la place de la psychanalyse dans la clinique médicale. Au sein de la clinique médicale, tu as dirigé 2 ouvrages. Le premier qui était le psychologue en service de médecine, et puis un autre, le psychologue en service de psychiatrie. Et donc, en cela, tu étais fidèle à l'orientation de Lacan, puisqu'il faisait de la psychanalyse la dernière fleur de la médecine. Peut-être que tu auras l'occasion de commenter ça. Et en tout cas, tes travaux visent vraiment à mettre en évidence les enjeux cliniques et éthiques d'une pratique qui se fait au chevet du malade, confronté à la mort annoncée. Voilà, donc on peut dire que vraiment à distance de l'injonction contemporaine qui veut que, au fond, on vive bien sa mort, bien vivre sa mort, ou mourir sa mort, tu t'es voué à exposer ce qui fonde une pratique psychanalytique dans la confrontation à la mort comme impossible à supporter. Voilà, donc nous te remercions d'avoir accepté notre invitation. Peut-être je peux un petit peu réagir à cette présentation. Merci beaucoup, c'est moi qui suis vraiment très, très heureuse d'être ici ce soir, à la fois ce soir pour cette présentation et demain pour le collège clinique. Peut-être pour préciser un peu le contexte quand même de l'ouvrage, parce que c'est un ouvrage que j'ai écrit pendant ce qu'on pourrait appeler le contexte, ce que j'appelle le contexte Covid, avec toute la particularité de ce contexte, c'est-à-dire l'isolement dont ont souffert un certain nombre de personnes, certains effets je dirais, du pouvoir biopolitique dans le traitement des corps, et notamment, par exemple, dans la façon dont certaines personnes n'ont pas pu accompagner, par exemple, des proches décédés aux obsèques, etc. Donc, il y a eu quand même tout un contexte là. Contexte Covid, mais aussi contexte après Covid, où, en effet, la question de la modification de la loi sur la fin de vie a refait surface comme si c'était une actualité aiguë de la part de nos contemporains. J'ai trouvé qu'il y avait chez les politiques une demande vraiment une façon très insistante de s'emparer de cette question. Et pourquoi c'est un contexte ? Parce que c'est venu, ces questions sur la fin de vie, avec une avancée des interrogations autour du débat autour euthanasie ou pas, suicide assisté ou pas. Là où, autre temps, autre mœurs, tu dis, Christiane, que je travaille ces questions depuis un certain nombre d'années, effectivement, j'ai fait partie des personnes qui ont créé les équipes mobiles de soins palliatifs en 1999. Et en 1999, c'est pour montrer que le contexte a quand même beaucoup évolué. Certes, il y avait déjà les questions autour de l'euthanasie qui étaient un peu présentes, mais l'idée, c'était plutôt de développer les soins palliatifs pour tous. Voilà. Donc, c'était quand même une autre façon d'envisager la question de la fin de vie. On avait plutôt l'idée qu'il fallait développer, alors pas forcément les services de soins palliatifs, mais des équipes mobiles qui allaient former les soignants pour que dans tous les services, les patients puissent bénéficier des soins palliatifs. Donc, en quelques années, en 26 ans, il y a eu quand même un grand changement et je pense que ce n'est pas sans lien avec la façon dont aujourd'hui est considéré l'être parlant. Je pense que ce n'est pas sans lien, notamment parce que, comme tu le rappelais, Marie-Christine, je pense que ça s'inscrit quand même dans un contexte où un certain nombre vise à effacer la causalité psychique et vise à faire disparaître les pratiques de parole, qui est quand même une façon, du coup, de déconsidérer l'humain. Et je pense que cette déconsidération va dans le sens d'une déshumanisation. Voilà, d'une déshumanisation, parce que quand on considère que l'humain pourrait faire, ou on pourrait traiter l'humain, l'aborder dans le soin sans la causalité psychique et sans la parole, eh bien évidemment, on réduit l'humain
à peu, je dirais, puisque ce qui caractérise l'humain, c'est quand même ça. C'est le fait qu'il est pris dans la parole, c'est le fait qu'il y a une causalité psychique, qu'il y a une pulsion de mort, et qu'on est obligé de prendre en compte ça dans le soin. Et que si on ne fait pas parler les gens, le désir reste... c'est à parler, c'est dans la parole que, en dessous de la parole, le désir se manifeste. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis de côté, ce qui me laisse penser qu'aujourd'hui, je crains qu'on soit plutôt dans une politique des choses plutôt qu'une politique des êtres parlants. Voilà. Une politique des choses qui se repère, par exemple, dans le souhait de standardiser les pratiques, une pente à la normalisation, à faire taire le par-l'être, alors même... Et pour ça, le contexte Covid a beaucoup pesé, alors même que l'angoisse est omniprésente aujourd'hui. On en parlera demain là, dans la conférence. Je trouve que ce thème est formidable. Là, pour le collège clinique cette année, la question de l'angoisse, donc l'omniprésence de l'angoisse aujourd'hui, et alors même aussi que la question du sens de la vie se pose de plus en plus. On reçoit beaucoup de patients qui ont affaire à ça. Et c'est une question qui est venue beaucoup avec le Covid. On a vu les gens se réorienter, dire que ce qu'ils faisaient avant, finalement, ça n'avait plus de sens, etc. Donc, alors même qu'on a affaire à un mal-être qui est quand même très important aujourd'hui, on assiste à des attaques, comme tu le disais, contre la psychanalyse et les pratiques de parole qui sont à même, au contraire, de permettre à des sujets de trouver ce qui peut les orienter dans la vie. Voilà, pour rappeler le contexte de l'ouvrage qui, du coup, ne se limite pas aux questions de fin de vie, mais plus généralement à la question du vivant et à la façon dont on conçoit le par-l'être, la question de l'existence, de qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que c'est que le désir de vivre, etc. Qu'est-ce qui nous donne envie de vivre ou pas ? Oui, on est allé déjà très vite, très, très loin dans le débat. Peut-être qu'on peut repartir sur certaines bases de ce qui fait ton titre, l'éthique du vivant en psychanalyse, dont tu distingues vie et vivant. Il ne suffit pas d'être en vie pour se sentir vivant. Et tu as cette belle formule, le consentement à la vie n'est pas présent d'emblée. Chacun se l'approprie. Donc, avec cette proposition, avec cette distinction, tu différencies la vie biologique, puisque la biologie, c'est le vivant, et ce qui a été introduit par Freud, médecin, avec la question de la pulsion, laquelle pulsion est un concept intermédiaire entre le psychique et le somatique. Est-ce que déjà on peut repartir un petit peu sur cette base ? J'ajouterais que ce qui fait pour l'être humain, effectivement tu l'as déjà un petit peu annoncé, ce qui fait le lien entre... c'est la question du langage. Hein, c'est que voilà, l'être humain est un être parlant. Oui, c'est vrai que ce signifiant là du vivant, on croit que c'est évident, mais a refait l'actualité ces dernières années. C'est venu vraiment. Il y a eu beaucoup de publications sur qu'est-ce que le vivant, les manières d'être vivant, etc. Et donc l'enjeu, c'est pour nous en tout cas, de savoir qu'est-ce que le vivant pour la psychanalyse. Le vivant pour la psychanalyse, c'est le par-l'être. C'est le par-l'être, et donc c'est qu'est-ce qui caractérise le par-l'être ? C'est d'être pris dans le langage qui lui précède, et Lacan dit même qu'une fois qu'on est pris dans le langage, c'est l'engrenage. Voilà. Que le langage est impur, au sens où il est fait de malentendus, de malentendus, mais qu'une fois qu'on est pris là-dedans, c'est l'engrenage, on ne peut pas en sortir. Cette prise dans le langage, ça a des conséquences sur le corps lui-même. Ça a des conséquences notamment sur la jouissance. Freud disait la pulsion. Et Freud avait l'idée que cette pulsion,
elle est à la fois vitale et à la fois, il y a un au-delà de la pulsion qui peut aller du côté d'une jouissance qui, une fois qu'elle est en excès, eh bien, produit des symptômes, produit une souffrance que le par-l'être se coltine, avec laquelle il va devoir faire. Donc, cette dimension, quand elle est au-delà de la satisfaction, par exemple, le sujet est agité, le sujet ne mange plus, le sujet s'oppose, voilà, dans les relations. La question, c'est comment on fait avec ça. C'est ça le vivant. C'est un sujet qui est aux prises avec la pulsion et qui va devoir faire avec ça et pour lequel l'entourage ou lui-même est embarrassé par ce qui le déborde. Il dit c'est plus fort que moi, par exemple. Et c'est à partir de là que, par exemple, on peut aller rencontrer un analyste à partir de ces manifestations-là. Alors, Freud, lui, il avait une espèce de dualisme. Il disait pulsion de vie et pulsion de mort cohabitent. Lacan préférera le terme de jouissance. Et c'est cette dimension-là que la psychanalyse met particulièrement en avant. Il faut tenir compte de la pulsion pour, quand on veut aborder ce qu'il en est de lui-même. Il faut tenir compte de ça. Et j'ai retrouvé en venant tout à l'heure, par rapport à la vie, Lacan dit ceci, je trouve dans le séminaire 2, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, la vie ne veut pas guérir. La réaction thérapeutique négative lui est foncière. Et Lacan se dit, la guérison, qu'est-ce que c'est ? C'est la réalisation du sujet par une parole qui vient d'ailleurs et le traverse. C'est-à-dire, d'abord, il indique là que la vie est conjointe à la mort. La vie est conjointe à la mort. Il dit même à certains endroits que la vie est une boursouflure. C'est quelque chose qui fait pchit, qui peut comme ça se défaire. Voilà, c'est une boursouflure. Il dit même le nourrisson, par exemple, il faut aller le stimuler, sinon il aurait tendance à dormir. Et il faut aller le stimuler, il faut aller le chercher pour qu'il vienne vers le monde, pour qu'il vienne vers nous. Alors, pourquoi ? Parce que nous sommes pris dans cette espèce de réaction thérapeutique négative qui est foncière, c'est-à-dire le fait que la vie aspire à la mort. Et donc, il va falloir, qu'est-ce qu'il faut pour que le sujet, pour faire limite à ça, au fait que finalement, et il y a des sujets qui, dans la vie, préfèrent la mort. Qu'est-ce qui peut faire intervenir dans ce qui aspire le sujet vers cette dimension de jouissance ? C'est la présence d'un autre de la parole, la présence de l'autre du langage, la présence du symbolique qui vient limiter la jouissance, et par la suite, la présence d'autres, par exemple, de s'adresser à quelqu'un, de lui parler pour venir contrer, limiter, déchiffrer ces formes de manifestation de la jouissance pour que le sujet, progressivement, que cette jouissance se limite et qu'émerge le désir plutôt que la jouissance. Donc le vivant de la psychanalyse, c'est le corps parlant. Voilà, bon, c'est un peu une réponse peut-être un peu rapide, mais... Oui, le corps n'est pas une évidence. Non. Donc ça ouvre cette question aussi, c'est un peu un mystère, le mystère du corps parlant. Et Lacan disait, le corps, ça devrait vous épater davantage. Donc on est là sur une jonction entre, effectivement, la distinction quand même entre l'organique, comme on distingue aussi le biologique, et quelque chose qui est animé par le langage. Pas seulement, puisque le langage à la fois vivifie et mortifie aussi. Voilà, absolument. Donc, porte les deux. Le corps parlant, c'est quand même, enfin, ce qui a donné le par-l'être, c'est un terme que Lacan a proposé, parce qu'au début, on disait plutôt le sujet de l'inconscient, et Lacan a voulu mettre l'accent sur le fait que, justement, il y a cette dimension du corps. Et donc, il va dire le corps parlant, le par-l'être.
Celui qui parle, on parle avec son corps. Voilà. Donc c'est ça le vivant pour la psychanalyse. Je me disais que dans les exemples que tu donnes, justement, c'est le renversement que tu proposes dans ton livre, c'est-à-dire on se distancie d'une focalisation sur la mort, dont tu montres bien dont on ne sait rien, et qu'au fond, finalement, le véritable traumatisme, c'est la vie, c'est pas la mort. Oui, avec une vraie angoisse de vie, qu'on trouve chez certains sujets d'ailleurs, et même le fait que l'idée, on voit bien ça, cette angoisse que peut procurer la vie, dans le fait que ça peut rassurer. On peut avoir tous cette pensée à un moment de notre existence que heureusement que ça va s'arrêter. Au fond, ça, c'est une pensée qui peut soulager. Lacan dit ça dans sa conférence à Louvain, sa conférence dans laquelle il indique que la mort est du domaine de la foi. Il rapporte le cas d'une patiente qui arrive complètement angoissée en séance parce qu'elle avait rêvé la nuit qu'elle n'arrivait pas à mourir d'une certaine façon parce que la vie se régénérait d'elle-même. Voilà. Et donc, elle était arrivée très angoissée. C'est un cauchemar parce que, effectivement, ça soulage l'idée qu'un jour, ça va s'arrêter. Et effectivement, c'est vrai que mes premiers travaux portaient plutôt sur... c'était pris dans ma propre subjectivité, d'ailleurs. Un intérêt, je dirais, pour les choses de la mort. Voilà. Qui ne m'empêchait pas, je travaillais à l'époque en soins palliatifs, ne m'empêchait pas de nier pour moi-même la castration d'une certaine façon, mais une certaine fascination. Et finalement, grâce à l'analyse d'ailleurs, c'est plutôt un retournement qu'a opéré cet ouvrage pour mettre en avant plutôt la question de la vie, du vivant, même si la vie elle-même est impensable. Il y a une dimension du réel de la vie, comme il y a une dimension du réel de la mort. Et pour autant, c'est du côté du vivant qu'il m'a fallu aborder les choses pour pouvoir penser aussi la mort qui est pourtant un impensé. Voilà. Donc, mais avec cette idée quand même que l'un et l'autre sont liés. Voilà. La vie et la mort ne peuvent pas être abordées séparément. C'est ça, elles ne sont pas séparables. Ça n'est pas séparable et on le voit bien, y compris dans la façon dont un sujet, par exemple, aborde sa fin de vie. C'est pas sans lien avec la façon dont il s'est inscrit dans la vie, avec le sentiment de la vie, avec la façon dont il a noué voilà, le langage, le corps et la façon dont sont inscrites pour lui les relations aux autres. Il y a un film qui m'a beaucoup intéressée parce que j'ai été invitée dans les débats sur la fin de vie. Voilà, un film de Stéphane Brisé qui s'appelle Quelques heures de printemps. Voilà, qui est un film remarquable qui ne vise pas à traiter la question de la fin de vie. Bon, je ne vais pas vous raconter la fin parce que si vous voulez regarder le film, ça ne vise pas à traiter ça, mais c'est un film. Stéphane Brisé dit j'ai voulu faire un film sur la parole et le silence. C'est un film qui montre les relations entre une mère et son fils et comment c'est d'une impasse relationnelle, d'une difficulté à se parler, d'une jouissance de se taire, comment à partir de ça, la mère en vient à faire un suicide assisté. Voilà. Mais il montre très bien du coup comment il y a vraiment dans la parole, entre l'un et l'autre, quelque chose qui ne peut pas se dire, qui ne peut pas se donner de la parole, et comment ça conduit voilà, la mère au suicide assisté. Donc on voit bien que voilà, dans cette relation, dans la façon dont s'est tissé le lien, dans l'impossible à dire, et dans les personnes qu'ils rencontrent l'un et l'autre, c'est-à-dire la mère rencontre d'emblée quelqu'un de l'association de l'aide à mourir qui valide d'emblée la demande de suicide assisté,
et la médecin de soins palliatifs qui n'entend pas du tout la demande de cette femme, désœuvrée, qui n'a personne à qui parler, etc. Et qui, du coup, dit « moi, je ne peux pas vous aider ». Voilà. Donc, ce sont des questions qui ne peuvent pas être abordées sans tenir compte plus généralement de la vie d'un sujet, des relations qu'il a avec d'autres, et de lui offrir la possibilité de parler de ce qui lui arrive quand même. Mais ça se branche sur, dans le fond, définir qu'est-ce que c'est que l'éthique du vivant en psychanalyse, ce que tu viens d'avancer. Hein. C'est-à-dire que l'éthique du vivant, l'éthique de la psychanalyse concerne le tragique de la vie et ce qui y supplée. Et donc, dans les actes, dans la façon dont tu développes combien il faut être à l'écoute de ce qui entoure une demande, là en l'occurrence d'aide à mourir, il est important qu'il y ait quelque chose d'une présence à ce qui peut se dire derrière la demande. Enfin, je dirais comme ça. Oui, peut-être sur l'éthique, parce que l'éthique du vivant, ça concerne le vivant, et pas que les questions de fin de vie, évidemment, du coup. Cette éthique du vivant, elle a à voir... il y a eu 2 moments, je dirais, dans l'enseignement de Lacan, où peut-être on peut rapprocher aborder la question d'éthique à partir de ces 2 moments-là, qui l'un n'oppose pas l'autre. Il y a un premier temps où il y a son séminaire sur l'éthique, et ce qui va être retenu beaucoup des lecteurs de Lacan, c'est de considérer, enfin, cette phrase de Lacan quand il dit « l'éthique, c'est ne pas céder sur son désir ». Et donc, qui implique de s'interroger, ai-je agi en conformité avec mon désir ? Il reprend ça dans la tragédie d'Antigone, etc. Il y a eu cette première période. Et puis, il y a la question éthique qui vient avec son tout dernier enseignement. Et là, pour Lacan, se pose la question, l'éthique est rapportée à la dimension de l'impossible, à ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, au trou du non-rapport. Alors c'est un peu des concepts comme ça compliqués chez Lacan, et en même temps pour dire que, au fond, chaque être parlant a affaire avec cet impossible, avec l'impossible du non-rapport, avec le fait qu'il y a du malentendu, avec le fait que l'être humain n'est prématuré, qu'il a besoin de l'autre pour pouvoir s'assurer une place dans le désir, dans le discours, etc. Et donc, l'éthique tient compte de ça, tient compte de cet impossible et du fait que puisqu'il y a ce trou, puisqu'il y a ce non-rapport, eh bien le par-l'être va devoir inventer quelque chose pour exister, pour prendre place dans le monde. Bon. Alors c'est une... Oui, c'est une éthique qui prend en considération qu'il y a un rattache fondamental. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on pourrait dire la santé mentale n'existe pas. Il y a quelque chose d'irréductible. Et à partir de là, il y a 2 voies possibles pour s'occuper de quelqu'un. Soit essayer de le faire entrer dans une voie où il va quand même se plier à un certain ordre, soit s'intéresser à justement la part irréductible en lui, qu'il a constituée comme déjà une solution et dont il va pouvoir faire quelque chose. Il me semble aussi que ça va chercher de ce côté-là l'éthique. Voilà, en offrant la possibilité au sujet de parler de ce qui lui arrive. Qu'est-ce que le sujet découvre ? Il s'aperçoit qu'il ne sait pas ce qu'il demande, il ne sait pas ce qu'il désire, et par cette mise en mots, d'abord, parce que moi, ce qui me frappe aussi dans les débats là, contre la psychanalyse, souvent, ce qui est... c'est l'idée, les débats, est-ce que la psychanalyse est efficace ou est-ce qu'elle n'est pas ?
s'est rabattu de ce côté-là, en comparant avec les psychothérapies, etc. Bon, ça, l'efficacité de la psychanalyse, pour tous ceux qui ont fait une analyse, je crois, ça sauve la vie. Voilà, vont dire qu'il y a une efficacité thérapeutique. Franchement, ça vient très rapidement. Même Freud disait, n'allons pas trop vite, on est parfois trop efficace. Donc, voilà, l'efficacité thérapeutique, ça, je pense que c'est pas un problème, sauf ceux qui sont vraiment contre. À ce moment-là, ils vont dire, de toute façon, c'est moins efficace que bon. Ou alors, ils vont dire, il faut des années pour qu'il y ait cette efficacité. En revanche, là où la psychanalyse est particulièrement, a montré sa place et la façon dont elle opère, c'est pour permettre à un sujet d'être au plus près de son désir, d'accéder à ce qui le cause dans l'existence, à ce qui le soutient, je me disais ça encore récemment par rapport à une patiente, voilà, puisqu'on est aliéné au langage, on est aliéné à l'autre de la demande, etc. Une analyse, quand elle vous permet de vous défaire de cette aliénation à une demande portée à l'autre, etc., elle vous permet de vous défaire de ça, mais pas de vous couper de l'autre. Moyennant quoi, quand cette aliénation est touchée, au signifiant de la demande de l'autre, etc., qui fait que vous attendez de l'autre, par exemple, un mot qui ne vient pas. Une fois que vous avez défait ça, eh bien, on réajuste la relation à l'autre. Récemment, je relisais un texte de Philippe Lassagna sur la dépression. Il évoquait le cas d'une patiente qui, grâce à son analyse, s'est désaliénée de ce qu'elle attendait de sa mère, cette patiente. Ça a amené beaucoup de conflits entre les deux, mais cette désaliénation par la parole fait que maintenant, elle peut être plus proche, l'une et l'autre peuvent être plus proches. C'est-à-dire, il n'y a plus cette position d'attendre de l'autre une parole qui ne vient pas, et ça réajuste la relation, qui du coup peut être une relation d'amour, mais d'un amour plus digne. Voilà. Et non pas une revendication que l'autre ne nous donne pas, ce qu'on n'a pas, etc. Oui, enfin, ce que tu disais là me faisait penser que justement dans les attaques contre la psychanalyse, ce qui est frappant aussi, c'est le fait que ces adversaires ont une idée de la psychanalyse qui n'a rien à voir avec la psychanalyse. C'est-à-dire, ils ont l'idée que c'est papa, maman, le DIP, bon, c'est-à-dire quelque chose qui est très éloigné finalement de ce qu'est la pratique et l'expérience actuelle de la psychanalyse. Et donc justement, dans le contexte dont tu parles, et donc, que tes ouvrages relatent, c'est-à-dire la clinique autour, par exemple, de la fin de vie, où on a justement, c'est quand même très particulier, c'est-à-dire on a la fin du traitement qui est annoncée. C'est quand même une clinique extrêmement aride, où il y a très peu de paroles, donc qui est aux antipodes de ce qu'on imagine d'une psychanalyse. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, justement, de la position de celui qui soutient ou accompagne un sujet par rapport à ce qui est impossible à supporter, justement, et qu'on ne peut pas résoudre d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu peux dire de la position de celui qui soutient cette clinique extrêmement aride que tu as soutenue pendant des années? C'est quand même... il y a quand même une particularité de ça. Alors, il y a différentes... J'allais presque dire que je ne sais pas si ça change par rapport à une pratique, si ce n'est quand même que c'est une clinique de l'instant, notamment dans les services de médecine, puisque on sait que le patient a une espérance de vie limitée. On sait aussi que les hospitalisations sont de plus en plus courtes, même dans le cas de patients pour lesquels gravement malades, pour lesquels l'espérance de vie est limitée, qui sont renvoyés à domicile, parfois d'ailleurs dans des conditions un peu compliquées. Donc ça peut être une clinique de l'instant parce qu'on ne peut pas reporter à plus tard.
on ne peut pas reporter à plus tard la rencontre avec le patient. Parfois, une famille qu'on croise dans le couloir, c'est là tout de suite. Voilà. Parce que aussi, on peut être appelé, moi ça m'est arrivé dans les services, avec, par exemple, parce que je pense à une patiente qui était très angoissée, qui ne dormait pas depuis 3 nuits précédentes. Et le médecin avait beau avoir essayé avec un anxiolytique, la patiente ne dormait pas. Et donc il m'avait dit, est-ce que vous pourriez aller la voir? Bon, voilà. Et il a fallu interpréter assez vite, au fond, ce qui a produit une sédation de l'angoisse. Voilà. Donc il y a des moments comme ça où il y a une clinique de l'instant, où il y a un acte qui doit être posé assez rapidement. Et puis, mais il y a aussi, par exemple, dans l'ouvrage, je parle le cas d'un homme. Tu voulais dire un mot peut-être sur ce cas? Non, mais j'allais te le laisser exposer. Oui, un homme, c'est tout à fait remarquable. Un homme qui va mourir, il le sait. D'ailleurs, il est, je pense, médecin, ou en tout cas, voilà. Et alors qu'il avait toujours refusé d'avoir la ressource d'un dispositif de parole, il vient à ce moment-là faire une cure. 18 mois. Voilà. Et il retrouve, paradoxalement, alors vraiment le paradoxe est net, du vivant juste avant de mourir. Enfin, est-ce que tu pourrais développer un peu ça? C'est un cas de mélancolie grave. Hein, voilà. Quelqu'un qui se présente en disant « je suis inacceptable ». Voilà, identifier un déchet du fait de la parole d'une mère qui dit « tu vas devenir un clochard ». Et il fait un trajet tout à fait remarquable pour s'extraire de ce tréfonds dans lequel il était, enfin, de cette face mélancolique. Ouais. C'est un homme qui est venu me voir une fois, qui est venu me voir parce qu'il avait 70 ans à ce moment-là. Et il a eu un diagnostic de cancer avec un pronostic très... Voilà, à brève échéance. Voilà. Et puis lui-même, effectivement, était médecin, donc il avait compris ça. Mais surtout, il est venu parce que... il avait l'idée qu'il ne pouvait pas disparaître sans témoigner de ce qu'était son expérience dans la vie. Voilà. Et il est venu me voir parce qu'il savait que je travaillais ces questions. Voilà, une collègue me l'avait adressé du fait de mon intérêt pour les questions de médecine, voilà, de cette pratique. C'est quelqu'un qui connaissait la psychanalyse. Il suivait déjà des conférences de psychanalyse, il avait participé à des ateliers, voilà. Sauf que il se pensait inacceptable. C'est la première fois qu'il m'a parlé, il m'a dit « je suis inacceptable ». Et donc c'est pour ça qu'il n'avait jamais osé, malgré le fait qu'il savait que la psychanalyse pouvait l'aider. Il n'avait jamais osé franchir le pas de prendre rendez-vous avec un analyste, voilà, parce qu'il se pensait inacceptable. Il a fallu une interprétation pour qu'il rentre dans le discours analytique, puisque donc se pensant inacceptable, il pensait que il voyait pas pourquoi je pourrais le recevoir, je l'accepterais. Voilà. Et finalement, il m'a parlé. Je lui ai demandé au moment des entretiens préliminaires, qu'il me parle un petit peu de sa pratique de médecin. Et il m'a dit, il a évoqué sa pratique, et en me faisant entendre qu'il recevait des patients addicts, et il me dit, j'écoute des gens qui vont pas bien. Et du coup, j'ai fait une interprétation en lui disant « vous avez une écoute qui n'est pas strictement médicale ». Voilà. Et donc là, ça l'a branché sur le discours. Il a entendu, lui, que quand même, il avait une écoute qui était proche de celle de la psychanalyse. Voilà. Et c'est comme ça que le transfert a pu s'installer. Et donc, voilà, pendant 18 mois, c'est un patient qui se présentait comme inacceptable, très identifié à son être de déchet, qui avait fait des tentatives de suicide adolescent. Il avait été hospitalisé en psychiatrie, enfin vraiment un parcours très difficile. Et quand il m'a appelé, il était très angoissé. Il voulait témoigner de son expérience et surtout, il y avait eu un retour des idées suicidaires. Voilà, parce qu'il pensait ne pas pouvoir supporter sa fin de vie.
Voilà, c'est un monsieur qui a effectivement retrouvé une dimension très vivante grâce aux séances qui étaient... il a pu repérer dans les séances ce qui faisait son attache à la vie, malgré tout. Notamment ce qu'il avait pu réussir dans sa vie, la relation à ses enfants, par exemple, faire des choses qu'il ne s'autorisait pas jusque-là, une dimension créative qui a surgi chez lui. Notamment, ça faisait très longtemps qu'il voulait écrire un roman, il n'avait jamais osé se lancer. Voilà, donc il a écrit un roman enfin, pendant ce temps-là, où le personnage principal était thanatologue, d'ailleurs. Il a repris son activité médicale, encore quelques mois, voilà. Et surtout, il a réussi à se nommer autrement à la fin de sa vie, puisque, voilà, vous verrez dans l'ouvrage, il m'a écrit, enfin, il a dicté un message à sa femme qui me l'a envoyé par SMS, me disant comment il se nommait à présent. Voilà, donc c'est une tranche d'analyse remarquable chez cet homme. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dès qu'il a pris la parole, il y avait un bien-dire. Voilà, il y avait un bien-dire. Il voulait très précisément s'expliquer sur ce qu'avait été sa position dans la vie, comment il avait fallu qu'il se détache d'une parole, il a essayé de se détacher d'une parole de l'autre maternelle qui lui avait dit quand il était enfant, « tu finiras clochard ». Voilà. Et il décrivait très précisément aussi, ça c'est un point qui me semble très important dans les questions de fin de vie par exemple, on oublie que chacun a un rapport à la parole. Et donc, il y a des gens qui... il ne faut pas prendre toujours les choses au pied de la lettre, etc. Il y a des gens qui sont dans des demandes impératives, il ne faut pas forcément y répondre, etc. Et lui, par exemple, il disait qu'il parlait très peu dans sa vie. Il parlait très peu parce qu'il avait eu très tôt l'idée, le sentiment d'incommunicabilité. Voilà. Il ne pouvait pas communiquer son expérience. Et donc, il me disait que, adolescent par exemple, à des moments, il ne pouvait pas s'adresser à l'autre parce qu'il me disait « j'étais au fond du trou, mais comment sortir du trou sans la parole ?» Et c'est le cas pour les patients, y compris. C'est quelqu'un qui aurait pu être candidat au suicide assisté ou à l'euthanasie. Voilà, il y a vraiment... Or, il a pu dire qu'il ne s'était jamais senti aussi vivant les dernières semaines, pendant son analyse, là, et puis jusqu'au dernier moment, parce qu'il avait retrouvé d'une certaine façon son attache à la vie autrement que de se considérer isolé, incommunicable, etc. Donc la parole a eu un effet, vraiment les séances d'analyse ont eu chez lui, ça a procuré un grand changement dans son rapport à la vie, quoi. Ça a soutenu ce qui faisait son attache au vivant, qui était là malgré tout, malgré cette position mélancolique. Qui n'avait pas pu se décider, qui n'avait pas pu advenir, quoi. C'est la proximité réelle d'une échéance qui l'a poussé à ça. Il y a eu une hâte dans ce moment-là parce qu'il voulait témoigner de son expérience. Vraiment de ce qu'il avait vécu, de pourquoi il n'avait jamais pu faire une analyse. C'est remarquable. Ce qui était très, très fort, c'était ce bien-dire quand même. Oui. Ce bien-dire... et puis comment progressivement l'angoisse a cédé et surtout s'est éloigné de ses idées suicidaires. Oui, un bien-dire qui n'est pas une plainte, une lamentation, qui est une formulation au plus près de ce qu'il arrivait à vivre à ce moment-là. Il avait une certaine idée d'ailleurs de ses difficultés, de ce qu'il n'arriverait pas à réparer chez lui d'une certaine façon. De ce qui était incurable, ça, il était très, très au clair avec ça, mais très, très porté quand même par une dimension du désir qui a pu émerger. Voilà. Oui,
Oui, sauf que tu voulais aussi, Caroline, parler des supervisions, de la question de l'éthique de la psychanalyse. Oui, je trouvais que c'est... Dans, adapter, non, c'est pas le terme. Appliquer à la question des supervisions d'un service de médecine. Ça me paraît important que tu puisses développer ce point. Qui me semble important parce qu'aujourd'hui, les supervisions dans les institutions sont mises à mal. Et je trouve que on voit, enfin, il me semble dans l'ouvrage, voilà, j'ai souhaité qu'il y ait des passages, voilà, des moments de supervision. J'ai relaté comme ça des supervisions pour faire valoir finalement ce que c'est que la supervision. C'était pas du côté du groupe de parole. Quand j'étais jeune psychologue, souvent il y avait ces demandes là de groupe de parole dans les services de médecine, et puis je me suis très vite aperçue que ça tenait pas. C'est-à-dire les soignants ne venaient pas, finalement, ça tournait en rond. Puis je trouvais que ce n'était pas le lieu pour que les soignants puissent parler de... parce que parfois ça glissait du côté de l'intime. Voilà, je trouvais que ce n'était pas le lieu. En revanche, les supervisions, comme étant vraiment des pratiques d'élaboration à plusieurs, en petits groupes, pour trouver la force vive de l'intervention, comme dit Lacan, dans des moments d'impasse dans la pratique auprès d'un patient. Ça me semble tout à fait précieux. Et puis, ça a des effets quand même sur le désir des praticiens. Ça a des effets sur le passage, notamment de moments où les praticiens peuvent se sentir impuissants, et passer de l'impuissance à la considération de l'impossible. Plutôt de l'impossible auquel a affaire le sujet. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et même des difficultés qu'on peut avoir à faire avec l'impossible auquel a affaire le sujet. Donc voilà, dans l'ouvrage, je tenais aussi à ce qu'effectivement il y ait des indications là-dessus, de comment même on organise, comment ça peut se mettre en place une supervision, des questions très pragmatiques, on va dire, sur la durée, sur qu'est-ce qu'on peut évoquer en supervision, comment la psychanalyse peut penser la supervision. Oui, merci beaucoup Caroline Doucet pour cet ouvrage qui aborde des thèmes qui sont vraiment cruciaux dans la clinique. J'avais une question. Dans le premier chapitre de votre livre, vous rappelez que le sens de la vie n'est pas donné d'emblée et qu'il est à rechercher. Et que dans cette recherche, il y a une tentation qui est grande, c'est celle de se mettre en quête de ce que serait la vraie vie, une vie authentique. Or, vous faites savoir que l'optique de la psychanalyse, ce n'est pas de discerner le vrai du faux. Ce n'est pas la position de la psychanalyse. Et je voulais voir si vous pouviez reprendre ce point. Au fond, pourquoi il ne s'agirait pas de pouvoir voir ce qu'est la vraie vie et de s'approcher de cette notion du vrai. Ouais, j'ai fait cette partie-là dans le livre parce que justement, au moment du Covid, il y a eu beaucoup de témoignages et notamment d'écrits de la part de philosophes qui indiquaient ça, qu'il s'agissait de trouver ce qu'est la vraie vie, etc. Et l'enjeu, c'est plutôt, enfin, la vraie vie en elle-même, ça n'existe pas. C'est-à-dire, voilà, chacun essaie de faire avec ce qui fait sa vie, mais au sens de vivant, quoi. Et une analyse, ça permet quoi? Ça permet d'amener un sujet à trouver, à être au plus près de ce qui peut le causer dans la vie. Voilà. Et à soutenir, ça le soutient dans l'existence, quoi, cette cause, la cause du désir, voilà. Donc sauf que, d'abord c'est propre à chacun, c'est une affaire de singularité, hein. Ça ne peut pas s'imposer de l'extérieur, ça suppose un trajet analytique, au fond, pour être au plus près de ça. Et ce qui me
peut-être que ce que je trouvais aussi, si on revient sur la question de la psychanalyse, qui est souvent vécue aussi, tu disais Christiane, l'histoire, retrouver, voilà, ou retrouver les souvenirs oubliés avec cette idée qu'on exhume certains souvenirs, etc. Mais la dimension, une analyse, ça amène surtout à faire surgir du nouveau. Ça amène surtout à ce que, par exemple, ce patient qui se pensait inacceptable puisse, à la fin de cette tranche, à un moment où il puisse dire « Je me pensais inacceptable, mais je peux me nommer autrement. J'existe autrement. » Et donc, une analyse amène toujours vers une dimension de nouveauté. On découvre autre chose qui n'était pas là avant l'analyse. C'est quelque chose qui arrive et que vous ne pensiez pas avant, même que vous ne pensiez pas pouvoir faire, que vous ne pensiez pas dire, et quelque chose qui s'invente grâce à l'analyse. Et c'est ça au plus près du sujet, finalement, sa singularité, ce qui fait son style, on a pu dire. Chacun trouve son style. Moi, ce qui me frappe dans la psychanalyse, c'est la façon dont elle permet à chacun. Alors, est-ce qu'on sublime sa vie ? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais elle permet à chacun d'incarner quelque chose, alors, il faut faire attention parce que ce n'est pas une affaire de valeur, mais enfin de trouver ce qui fait notre particularité, notre singularité, à partir de laquelle on peut prendre place dans le monde, finalement. Alors ça implique quand même la psychanalyse, pour ceux qui ont fait une analyse aussi, une autre dimension de l'éthique, on n'en a pas parlé, c'est l'éthique des conséquences. Voilà. Qui fait que vous vous préoccupez quand même, pour un certain nombre qui ont fait des analyses, du destin de la psychanalyse quand même. En tout cas, de la place de la psychanalyse dans la société, dans le monde, de son maintien, parce que vous-même, vous vous mettez à cette place d'occuper celle de l'analyste pour un autre. En tout cas, ce qui m'a frappé dans les services de médecine, auprès des patients dont l'espérance de vie est limitée, ce qui a toujours été une position pour moi, c'était de faire vivre la demande. Voilà. Faire vivre la demande le plus longtemps possible, le plus loin possible. Voilà. Avec cette idée qu'il y a toujours quelque chose de plus à dire. Voilà. Qu'il y a quelque chose de plus à dire. Bien sûr, il y aura une fin, mais on ne sait pas à quel moment. Et donc, permettre à un sujet d'en dire toujours un petit peu plus. Voilà. Donc, ça veut dire aller au chevet des patients, se déplacer, pas attendre que les patients viennent nous voir, mais aller à leur chevet, faire une offre de parole. Voilà, on s'aperçoit avec ça que les patients eux-mêmes se surprennent à dire quelque chose. Et ce qui était perçu parfois dans les services comme une demande de mort, finalement apparaît plutôt comme une demande de présence, par exemple. Lacan a cette phrase, il parle du désir de la présence. Et ça m'a beaucoup enseigné. On confond parfois la demande de mort avec cette demande de présence, pour laquelle le sujet n'a pas de réponse, n'obtient pas de réponse, ou avec la demande de dormir, par exemple. Ça, c'est très frappant aussi. Parfois. Donc, c'est pourquoi il s'agit notamment de développer plutôt les soins palliatifs. Et donc, l'offre de parole, les soins palliatifs, soulager la douleur, ne pas confondre ce qu'on pense aujourd'hui une demande de mort avec une demande de dormir, par exemple, etc. Enfin, il y a beaucoup de déclinaisons de ça. Donc, faire vivre la demande le plus longtemps possible. Faire vivre la demande. Merci.
C'était par rapport à quelque chose que vous avez dit en présentant, et j'ai pas compris. Par rapport à ce que vous avez décrit des effets de la parole, j'ai pas compris quand vous avez dit le langage vivifie et mortifie. Donc c'était Christine qui a dit ça. c'était vous, mais comme vous avez dit oui, je me suis dit vous le pensiez aussi. Merci. Oui. Le langage mortifie au sens où ça vient limiter ce qui était d'une jouissance mythique d'avant le langage, qui serait une jouissance comme ça, au fond, tout est entière du sujet. Donc ça vient limiter ça. Et puis Lacan dit le signifiant, le mot est le meurtre de la chose. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y a le mot, on n'a plus besoin de la chose, par exemple. Et en même temps, le langage apporte une dimension libidinale au sujet. Voilà. Donc on est pris dans ces aspects-là. Et c'est au fond toute la question de la psychanalyse, comment s'articulent les mots et la jouissance. Comment s'articulent ou ne s'articulent pas les mots et la jouissance, comment les mots viennent limiter la jouissance ou pas, etc. Donc c'est vraiment une question qui est au fondement de la psychanalyse. Ça. Le signifiant et la jouissance, comment ça s'articule. Comment parler, par exemple, a des effets sur la jouissance, sur la pulsion, par exemple. Comment parler peut venir limiter ou pas. Voyez, c'est vraiment des questions là très précises pour la psychanalyse, au cœur de la psychanalyse. Mais alors, si vous dites que c'est donc une sorte de mortification qui limite la jouissance, et vous avez dit que la jouissance, sans limite, quelque part, elle porte atteinte au vivant, non ? Oui. Si je dis pas de... Oui. Donc, est-ce que c'est... j'essaie de relier les points et je me dis, est-ce que c'est, quand vous dites cette phrase, c'est une forme de mortification qui permet de soutenir le vivant ? Il faudrait distinguer finalement l'incidence de la parole sur le vivant, c'est-à-dire sur le corps, et distinguer là ce qui serait du domaine de la satisfaction de ce qui serait du domaine d'une jouissance mortifère, par exemple. Et donc, l'enjeu quand même, c'est que cette dimension du vivant reste présente. Par exemple, ce patient, la dimension de jouissance, c'est les moments, par exemple, où il voulait disparaître. Mais le travail analytique par la parole a traité, on peut dire, cette dimension de jouissance excessive avec laquelle il voudrait disparaître, pour quand même il puisse garder une dimension de satisfaction dans la vie. C'est un peu comme ça que je vous répondrai. Est-ce que... C'est un peu ce que... Enfin, je ne l'aurais pas dit aussi bien, mais j'ai l'impression que c'était ça. Okay. Donc, merci. Merci. Et d'ailleurs, c'est ça aussi un des effets de l'analyse. Vous savez, dans les effets de l'analyse, souvent les gens qui ont terminé leur analyse disent qu'il y a un gain de vie, au fond. C'est que... Tu termines le livre sur ça, d'ailleurs. Ce qu'amène la psychanalyse... Un gain de vie. Voilà, un gain de vie, c'est-à-dire que toute la dimension mortifère de la jouissance a cédé d'une certaine façon. Vous verrez dans le livre, là, je donne un peu, par exemple, tant pis, je le dis. Moi, j'avais un symptôme, c'était la phobie des transports en commun, par exemple. J'en parlerai demain. C'est pour dire que la psychanalyse est super efficace, parce que je viens avec les transports en commun quand même là. Bon, donc la psychanalyse a un effet, la parole, sur cette jouissance comme ça qui est excessive. Excessive au sens où elle produit des symptômes qui vous embarrassent quand même dans la vie. Mais elle n'enlève pas la dimension du vivant, la dimension de satisfaction, voire même, c'est comme ça que je comprends ce gain de vie, elle vous fait augmenter ce niveau de satisfaction pulsionnelle. Elle vous donne
une libido, une dimension de libido qui n'était pas là avant, ou en tout cas qui n'arrivait pas à se mettre au service du désir, et qui était plutôt freinée et prise dans la jouissance. C'était quelque chose d'excessif qui vous empêchait, et là ça vient se mettre au profit du désir. Alors c'est un petit gain parce que après une analyse, vous vous rendez compte que vous faites des choses que vous n'auriez pas faites avant. Moi je me souviens, j'étais sans cesse fatiguée par exemple. Je me plaignais sans cesse d'être fatiguée, de ne pas arriver à faire telle chose, d'en faire trop, je me limitais beaucoup. Et avec l'analyse, on s'aperçoit qu'on fait vraiment beaucoup plus de choses, enfin, une fois qu'on a fini son analyse quand même. Donc il y a quelque chose de la libido qui est réveillé, voilà, qui est là davantage, parce que c'est pris aussi dans le désir. Oui, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur ce que ça change du lien à l'autre. Finalement, on est beaucoup moins embarrassé dans le lien à l'autre par les revendications, l'attente. Et du coup, on a un rapport beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus direct finalement dans le lien à l'autre. Et je me disais ce que tu dis là-dessus, au fond, ça vaut par rapport à la demande de présence pour la vie de tous les jours, c'est-à-dire la façon dont on s'adresse à l'autre. Oui. Et j'avais envie, si tu peux dire un petit mot sur le lien à l'analyste. C'est un lien un peu spécial. Oui. Dans une analyse, c'est un lien un peu spécial. Je pensais à la question de l'amour aussi. De l'amour, et puis de ce concept du transfert quand même, que la psychanalyse, il n'y a pas d'analyse sans transfert. Là aussi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui complètement mis à mal. Notamment, je pense par exemple dans les services de psychiatrie, où c'est quand même très frappant, on veut qu'il n'y ait pas de transfert justement. Par exemple, quand on considère qu'il faut que le patient qui vient consulter change de psychiatre à chaque fois qu'il vient consulter, surtout pour qu'aucun lien ne s'établisse avec les soignants, avec le psychiatre, etc. Or, il faut quand même qu'il y ait du transfert pour que s'instaure le traitement, alors analytique, mais aussi le traitement, le fait d'aller voir un médecin. Il faut quand même lui supposer un savoir pour qu'on aille voir un médecin. Et il faut ce lien-là pour que le sujet... par exemple, consente aux soins, pour que le sujet revienne, vienne parler, etc. Et donc, le transfert est aujourd'hui complètement mis à mal dans les services, en particulier de psychiatrie d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est pris dans l'idéologie de l'autonomie. C'est pris dans l'idéologie de l'autonomie, dans l'idéologie du patient acteur, du patient qui apprend sa maladie, qui va la gérer, qui va se soigner tout seul, quoi. C'est pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est des idéologies, ça, l'autonomie, par exemple. C'est parce que ça s'impose, cette idée du patient autonome, indépendamment de ce qu'on peut observer cliniquement. Voilà. C'est quand un concept comme ça s'impose indépendamment de ce que nous démontre la clinique. Voilà. Et donc, cette idéologie de l'autonomie, elle fait des ravages chez les patients, mais aussi dans les familles, puisque, évidemment, le patient acteur, c'est le patient qui doit gérer sa maladie tout seul, ou bien la famille doit gérer le patient, prendre à sa charge des patients qui vont parfois très très mal. Oui, elle convient aussi à un moment de pénurie. De pénurie. De soignants. Et donc, si on peut se passer des soignants, c'est pratique. On n'a pas besoin de Oui, c'est reporté sur la responsabilité des familles. Excusez-moi, vous venez de dire qu'il y avait besoin du transfert. Mais du coup, comment le différencier de l'alliance thérapeutique ? Parce que quand vous avez quand vous avez dit qu'il y avait besoin du transfert, quelque part, moi j'ai directement pensé à l'alliance thérapeutique plutôt que le transfert, mais je sais pas. Parce que ça peut pas être dangereux. Est-ce que le transfert, il peut pas...
amener une forme de danger dans la relation. Ah oui. Parfois, c'est vécu comme ça parce que c'est pensé comme une aliénation d'une certaine façon. Mais moi, je pense qu'il faut un consentement. On a beaucoup utilisé ce terme à nouveau. À l'aliénation justement analytique à l'autre pour que ce travail puisse se faire, pour que justement c'est un lien de confiance. Et quand même, ce sont les détracteurs de la psychanalyse qui reprochent ce lien transférentiel. Mais l'analysant dans le transfert, il ne reproche pas d'être pris dans le transfert à son analyste. Il vient à ses séances, il y tient à y venir, et il ne se plaint pas de ça. Il ne se plaint pas du... Et pourtant, l'analyste et la psychanalyse va prendre pour lui une importance considérable dans sa vie. Mais il ne s'en plaint pas. Il vient, ce sont les détracteurs de la psychanalyse ou du transfert qui disent attention, c'est dangereux, etc. Mais pas ceux qui sont pris dans le transfert parce que grâce au transfert un sujet peut justement trouver la cause de son désir, peut en savoir un peu plus sur ce qui le cause. Et du coup, prendre place dans la vie. Moi, par exemple, j'ai un patient psychotique qui vient me voir depuis maintenant peut-être 20 ans. Chaque semaine, il vit de l'allocation adulte handicapé. Il tient à payer ses séances. Il vient chaque semaine. Il ne loupe jamais une séance. Mais c'est sur ce lien transférentiel et sur ces séances analytiques qu'il tient dans la vie. Il ne se plaint pas du tout d'avoir à venir. Au contraire, à chaque fois, il a un petit gain, ça l'allège. Il converse avec moi sur ce qui lui est difficile, sur certaines paroles qu'il a entendues et qu'il a mal prises. Et progressivement, voilà, maintenant, il me dit même, par exemple, qu'il pourrait avoir, s'il voulait, ça amène du côté de l'éthique une analyse, il pourrait avoir une allocation pour ne pas payer ses tickets de bus pour venir me voir, mais il tient absolument en plus à payer ses tickets de bus. Voilà, parce qu'il dit que c'est sa contribution, c'est sa place dans la société, c'est sa contribution à la vie sociale, au lien social, etc., de prendre à sa charge ce qui le concerne, c'est-à-dire payer ses séances, payer son bus pour venir aux séances, etc. Il ne se plaint pas du tout de venir depuis 20 ans. Et après tout, ce n'est pas un problème. Ok. Ni pour lui, ni pour moi. Ouais, ça m'a donné une toute autre vision du transfert, ouais. Je n'avais jamais pensé à cet angle-là. Du coup, parce qu'il a une forme de fonction, finalement. Ouais. Ça a une fonction, absolument. Okay. Absolument. Ok, merci beaucoup. Merci. Bien, je crois qu'on peut remercier Caroline Doucet. Vous venez d'entendre une rencontre avec Caroline Doucet, auteure de l'ouvrage « L'éthique du vivant en psychanalyse », publié aux Presses universitaires de Vincennes, enregistré à la librairie Ombre Blanche, vendredi 28 novembre 2025, et réalisé par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.